Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bonjour et bienvenue à cet épisode de On jase piano avec. Aujourd'hui, on jase piano avec Richard Raymond. C'est un peu spécial pour moi parce que Richard a été mon professeur au Conservatoire de musique de Montréal durant ma maîtrise et mon 5e cycle de perfectionnement. Et je suis très heureux qu'il ait accepté l'invitation et de passer la prochaine heure avec lui. Donc, bonjour Richard. Bonjour Antoine, ça fait plaisir. Merci. Pour débuter, je vais faire comme à tous les épisodes. J'aimerais ça que vous nous parliez de vos tout débuts au piano. Quels ont été vos premiers pas et quelles circonstances ils ont fait que vous vouliez jouer du piano ou apprendre la musique et continuer par la suite à vouloir faire une vie en musique? Oh là là, alors, on a tout un chemin personnel à ce niveau. En ce qui me concerne, ça s'est fait par hasard. Alors, je me souviens vaguement, mais j'avais 3 ans à l'époque. Presque un bébé. Alors, on avait un instrument tout simplement à la maison pour mes frères et sœurs qui prenaient des cours de piano. Et puis, j'ai pas grandi dans une famille de musiciens particulièrement, mais la musique prenait une certaine place quand même chez nous, plus au niveau de divertissement, si je peux dire, ou de bon. Mais j'écoutais quand même pas mal de musique, même à 2-3 ans. Ma mère me faisait écouter toutes sortes de choses. Puis donc, ça fut le début un peu, mais curieusement, à 3 ans environ, je suis allé au piano sans qu'on me demande et j'ai joué ce que j'écoutais. Alors, c'est assez étrange, en effet. Mais c'est que là, donc le piano n'était pas pour moi au départ, mais est devenu pour moi à ce moment-là. Et là, mes parents trouvaient ça bizarre, puis ont soupçonné qu'il y avait peut-être quelque chose là, de particulier qu'il fallait développer. Alors, ça fut les débuts. Et donc, par oreille, là, vous reproduisiez des trucs? Par oreille, je reproduisais beaucoup de choses de ce que je faisais. Et puis là, 6 mois plus tard, les cours ont commencé pour lire la musique, apprendre à lire la musique et tout et tout. Mm-hmm. Puis, c'est ça, je sais que vous êtes natif du Nouveau-Brunswick. Uh-huh. Puis, vous êtes venu vivre au Québec vers l'âge de 9 ans. 7 ans. 7 ans? Oui, Rimouski. Ah, OK. Avant de venir après au conservatoire de Montréal. Je suis entré au conservatoire de Rimouski à 7 ans. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai fait jusqu'à l'équivalent du fin collégial aujourd'hui. Mm-hmm. OK. Ensuite, je suis venu à Montréal. OK. Puis là-bas, c'était avec Lise Boucher ou c'était à Montréal? À Montréal, Lise Boucher. Ah, OK. C'est à Lise Boucher à Montréal. J'ai travaillé un peu avec ça, Pauline Charon aussi à l'époque à Rimouski, qui en a vu plusieurs jeunes pianistes. Et puis donc, j'ai eu une formation avec les religieuses au départ, qui était très, très compétente là, pour bien placer les choses avec les très, très jeunes. Ça, c'est important. Et puis par la suite, le conservatoire, puis la route s'est jamais arrêtée ensuite. Oui, puis ensuite, vous avez obtenu une maîtrise de l'Université de Montréal avec Marc Durand, 2 diplômes d'artiste, Royal Conservatory de Toronto et Peabody Conservatory de Baltimore aux États-Unis avec John Perry et Leon Fleischer. Parlez-nous donc de ces années d'apprentissage. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça représentait? À
À partir de Montréal, ou si je peux dire? Ou... À partir des études supérieures. Là, ouais, le baccalauréat, en fait. Le baccalauréat, c'était déjà... évidemment, le conservatoire était différent à cette époque-là. C'était le niveau baccalauréat maîtrise, mais on n'avait pas de diplôme qui était reconnu comme aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, moi, j'avais fait un bac à 15 ans, genre. Donc, c'est des choses qu'on voit plus tellement aujourd'hui. Mais c'est une évolution en 2 temps, je dirais. Il y a toute ma période, ma période au Conservatoire de Montréal avec Lise Boucher, Antoine Reboulot, qui était son mari à l'époque organiste, où je prenais des cours avec lui aussi. Vous aviez même joué sa musique aussi. J'ai même joué ses préludes, certains de ses préludes, et un trio aussi qu'on avait fait avec le trio Hochelaga il y a plusieurs années. Donc... Il y a une petite historique avec oui. Mais bon, mais... ouais. Mais disons que, donc si je peux dire, l'école française du piano, avec Lise Boucher, qui m'a appris beaucoup, évidemment, musicalement, techniquement, à plusieurs égards. J'ai eu une formation vraiment que je trouve privilégiée à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, je sentais que c'était le moment d'aller chercher autre chose, que j'avais besoin, sans entrer dans les détails. Et c'est là que j'ai rencontré Marc Durand, et puis... qui m'a vraiment, là, dans une deuxième étape de ma formation, apporté beaucoup. Énormément, là, ça. Et puis, ensuite, Léon Fleischer, pour qui, je vais dire peut-être, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Léon Fleischer, mais, et Marc et tous mes profs, là, vraiment. Mais, ce que je remarque, c'est que ça reste avec les années, tout ce qu'on a eu de dit, ça mûrit, ça germe. Et ça m'étonne jusqu'à quel point ça reste. Ça, c'est une chose... Donc, on a une grosse influence, je pense, comme prof aussi. Oui. Moi, je l'ai vu parce que élèves, quand j'ai pris les cours avec vous, puis j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques masterclass avec Fleischer, puis j'ai retrouvé quelques petits ingrédients. Sûrement. Mais à John Perry, j'ai beaucoup d'admiration, un très, très grand pianiste, mais j'ai eu moins de cours, honnêtement, avec John Perry. C'était surtout Léon Fleischer à l'époque, et à Peabody, c'était seulement Léon Fleischer. Donc, voilà, c'était un peu mon parcours. Et ce qui est intéressant, c'est la symbiose un peu de différentes influences qu'on va chercher dans notre parcours en tant qu'étudiant. Puis là, ça fait quelque chose, à un moment donné, qui est très personnel et très intéressant, au bout du compte. C'est un bon mélange, en fait. Un bon mélange, c'est ça. Ensuite, on parle toujours... à cette émission, on parle toujours des concours, parce que c'est très important dans une carrière de pianiste, ou les études aussi, c'est toujours comme en parallèle quelque chose de vital. Donc, vous avez remporté de nombreux prix. J'en nomme quelques-uns, là, pas toutes les nommer, mais mettons, il y a la Palme d'or au concours de l'OSM, le tremplin en 90, l'année de ma naissance. Ça fait déjà un petit bout. Le concours des jeunes interprètes de Radio-Canada, le premier prix du concours international de musique de Montréal. Il y a un prix aussi au concours Van Cliburn, c'était la musique de chambre. Musique de chambre, je crois, oui. Et il y a aussi à l'étranger William Capel et Viana da Mota International Piano Competition, qui étaient des prix aussi, des premiers prix ou des... Deuxième prix, oui. Okay. Et ma question, c'est comment vous vous préparez à ces concours? Pourquoi c'est important d'y participer et qu'est-ce que ça vous a apporté comme artiste pour la suite de votre carrière et sur le plan personnel? Oh là là, c'est une question très, très vaste. Bien, je pense que, évidemment, j'ai toute une réflexion là-dessus, évidemment, étant professeur aujourd'hui aussi, donc je trouve que c'est important, dans un sens, pour se faire connaître et puis pour se mesurer aux autres. Et d'avoir aussi un son de cloche un peu d'où est-ce qu'on se situe là-dedans par rapport au jury et tout ça. Donc ça, c'est important. C'est important aussi d'en gagner, évidemment, quelques-uns pour avoir des engagements, pour pouvoir
être actif sur la scène. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est la seule et unique avenue? Non. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses aussi en parallèle. Les enregistrements, jouer dans des festivals, être invité en musique de chambre, entre autres. Il y a toutes sortes de manières qu'on peut... si on est particulièrement... on a certaines affinités avec un répertoire spécifique, puis on se fait connaître là-dedans, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a d'autres avenues, là, aussi. Mais c'est un aspect important, je pense, dans l'évolution des études, là, et puis de pouvoir commencer une carrière professionnelle. Donc, mais j'ai jamais mis ces concours-là devant mon évolution à moi, personnellement, en tant que musicien, en tant que pianiste, en tant qu'artiste. À travers mes études, j'ai pris le temps de travailler, de me développer comme je le souhaitais. D'ailleurs, j'ai pas fait de concours, hein, c'est assez étrange un peu, mais j'ai pas fait de concours entre l'âge de 9 ans et 22 ou quelque chose comme ça. Aucun. Okay. Ça, c'est particulier. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'étais pas en vacances, non. J'étais en train de travailler. Pour moi, j'avais un intérêt vraiment d'atteindre un idéal pianistique, musical. Et pour moi, il fallait pas que ces concours-là aillent à l'encontre de ça. C'est-à-dire, mais quand je me suis senti prêt à y aller, là, je suis allé. Et j'en ai fait, j'en ai gagné à ce moment-là, mais je me sentais prêt, là, vraiment. Donc, j'ai jamais choisi un répertoire là, uniquement en fonction des concours, par exemple. Non. Je suis allé, j'ai pris mon temps là, dans mon adolescence, au début de l'âge adulte, de vraiment me développer. Mm-hmm. Puis, pour la préparation, est-ce que c'était différent de préparer un récital ou un examen à l'école? Est-ce que je pense que vous disiez, vous attendez d'être prêt, d'avoir un répertoire, comment vous avez réfléchi? Répertoire aussi, oui. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans la préparation? Parce que bon, vous avez eu du succès, puis je pense que vous avez dit la clé, voilà, c'est, je pense, d'être sûr de réfléchir beaucoup, puis de l'approcher d'une manière personnelle. Y a-t-il autre chose que vous, pour la préparation à vos élèves, par exemple, qu'est-ce que vous leur dites? C'est d'être capable, évidemment, de gérer des gros programmes. Là. Je veux dire, ça, c'est énorme, là, parfois. Là, on parle de 3-4 épreuves, 1 ou 2 concertos. Ouais. C'est vraiment, vraiment exigeant de ce côté-là. Donc, c'est évident là, qu'il faut être complètement consacré à la musique et donner tout son temps là-dedans. Là, il y a des sacrifices à faire aussi là, pour atteindre ça. Donc... comme les athlètes, là, dans le fond. C'est athlétique, oui, absolument, ouais. Ça. Donc, c'est différent d'un récital au niveau psychologique, je dirais, surtout. C'est-à-dire qu'il faut... faut le faire pour les bonnes raisons aussi. Je pense qu'il faut le faire pour la musique, hein. C'est pas juste un match de hockey, là. Donc, faut le faire pour la musique, mais évidemment, faut être solide mentalement. Ça prend un certain esprit compétitif aussi, là. La constance est importante dans ces concours-là, ça, c'est évident. Donc, faut être solide et puis c'est vraiment là, préparer une variété de répertoires et de styles tout en même temps. Là, ça, c'est très exigeant aussi. Mm-hmm. Bon, parlant, on va écouter quelque chose de vous. C'est une pièce, je pense, qui est importante parce que je crois que vous l'aviez joué au concours de Montréal. Puis ça avait fait bonne impression. Je pense que ça... Voilà, et c'est on va juste écouter un extrait de la fin de la dernière sonate de Beethoven, deuxième mouvement, opus 111. Donc, ça a été enregistré pour Musica Viva Radio-Canada suite à la victoire du concours. On écoute.
Hmm. Magnifique ce mouvement de sonate. Hein? Puis Merci. la manière que c'est joué. Ça replonge dans des vieux souvenirs. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas une histoire aussi avec cette sonate dans un festival à Beethoven à Baltimore que vous aviez fait l'intégrale, je pense. Et je ne sais pas si c'était cette sonate-là que vous deviez interpréter à la fin. Oui, il me semble. Oui. Puis, on avait fait les 32 sonates de Beethoven dans la même journée de 10h à minuit et demi, là, genre. Avec Fleischer qui était assis dans la salle toute la journée. Je suis pas certain qu'il a mangé. J'en avais fait 3 sonates à ce moment-là, dont la 111 à la toute fin. Et puis, c'est particulier de jouer à minuit. Hein? C'est vraiment particulier. Surtout, on a une pression de terminer l'événement, donc on veut que ça se termine sur une bonne note. Et puis, mais c'est c'est des très beaux souvenirs, ça, oui. Ça avait été refait à Sorel. À Sorel, mais oui, la même chose. 2018. J'avais terminé à minuit et... 7, je sais plus. Oui. C'est ça, oui. Oui, c'est vous qui avez terminé aussi, je me rappelle. Oui, mais c'était pas la première fois à ce moment-là, donc. Ouais. Mais non, c'est une très, très, très belle expérience, oui, absolument. En tout cas, dans votre formation, ça vous aura servi pour une autre fois de jouer à minuit la 111. Oui. J'aimerais parler un peu de l'enseignement parce que l'enseignement est venu assez tôt dans votre parcours. D'abord, il y a eu l'Université McGill de 2001 à 2009, puis ensuite conservatoire depuis 2010, Conservatoire de Montréal. Je me rappelle même que vous étiez le juge invité à mon récital de Cégep. Oh là là. C'était 2009 ou quelque chose comme ça. Wow. Ouais. Okay. Puis, bon, vous avez aussi... Est-ce que j'avais été gentil? Je sais pas. Je pense que oui, là, j'avais eu mon diplôme. Mais ouais, là, je pense que ça avait bien été quand même. Là. Mais bon, il restait beaucoup de travail à faire au cégep. C'est ça. Il reste beaucoup de travail à parfaire. Vous avez également donné des masterclass partout dans le monde, là. Plusieurs universités, conservatoires, académies d'été au Canada, mais aussi aux États-Unis, à Taïwan, au Brésil, en Georgie, Europe. Là. Ouais. Et bon, parmi d'autres, la pédagogie est quelque chose qui semble toujours avoir été au cœur de votre vie de musicien. Qu'est-ce que... je vais poser ma question. Bon, je pense que l'enseignement aussi, ça peut nous nourrir comme artistes. Qu'est-ce que vous en retirez de ces enseignements et comment ça continue toujours à nourrir votre démarche d'interprète? D'accord. Alors, bien, j'aimerais peut-être commencer, ça va être une longue réponse un peu, mais j'aimerais commencer au début. Comment ça commence un peu cette notion d'enseignement? Parce qu'il y a des gens qui jouent seulement et qui n'enseignent pas. Il y en a d'autres qui enseignent seulement à des plus jeunes et qui ne jouent pas. Et puis il y en a qui font les deux, ce qui est mon cas. Mais ça part un peu innocemment au début, c'est-à-dire qu'on est invité à faire des masterclass via les séries de concerts. Bon, ça commence un peu comme ça. Et là, parfois les élèves nous demandent un peu de coaching avant des concours. Souvent, ils nous demandent parce qu'ils en tirent quelque chose, donc ça veut dire qu'on donne quand même quelque chose d'intéressant. Donc, il y a ça. Et puis, moi, j'étais un peu chanceux, un peu privilégié à ce moment-là. Un peu, là, on parle de... trentaine, ou au début de la trentaine, quelque chose comme ça un peu, où il y avait un professeur au conservatoire, Madeleine Bélanger, à l'époque, qui est décédé il y a quelques années, où j'avais été un peu, indirectement, de manière non officielle, là, j'étais un peu assistant de sa classe pendant 2 ans. C'était où, à Montréal? Au conservatoire. OK. J'ai travaillé avec elle, je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'assistant au conservatoire, là, mais elle me permettait de donner des cours de groupe à ses élèves. Et ça, j'ai appris beaucoup. Ça, j'ai appris vraiment beaucoup à ce moment-là parce qu'il y avait
je dirais pas un suivi, là, comme quand on est prof, mais il y avait quand même une occasion de travailler à plusieurs reprises avec certains étudiants qui préparaient à ce moment-là, genre des fins maîtrise ou des fins bac. Bon, c'est plus qu'un masterclass dans une université, là. Alors, j'ai appris beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis, de fil en aiguille, par la suite, on est connu un petit peu dans le milieu, les postes s'ouvrent, on se dit est-ce que je serais intéressé, bon. Alors et là, je suis entré ensuite comme professeur officiellement, mais c'est très différent d'un masterclass à cause de toute la question du suivi. Mm-hmm. Il faut vraiment suivre un élève là, à ce moment-là au niveau du répertoire sur toute l'année, puis au niveau humain aussi, je veux dire, sur chaque personne, s'adapter à chaque étudiant, puis bon, ça demande, c'est pas pour tout le monde nécessairement, je dirais ça, mais j'en retirais évidemment un plaisir d'abord à partager avec les autres. Il faut redonner, je pense, dans la vie, je pense que c'est important. Donc, ce qui m'avait été donné, j'avais un désir aussi de le transférer aux autres, transférer ces connaissances-là aux autres. Et puis, et ça, je pense qu'on a un rôle à jouer de ce côté-là aussi. Et puis, deuxièmement, c'est un peu curieux à dire peut-être, mais on réfléchit beaucoup plus sur la musique en enseignant qu'en jouant. Et ça, il faut décortiquer beaucoup plus de choses. Il faut affronter des problèmes que nous, on n'a pas, que les étudiants ont, puis trouver des solutions, et que ce soit au niveau pianistique ou musical. Ça fait réfléchir énormément. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. À un haut niveau, évidemment, là. Surtout quand on a de la facilité aussi. C'est ça, comme pour vous, par exemple, si vous jouez un passage, ça va, ça passe. Exact. J'aurais c'est encore plus difficile. J'aurais pu essayer d'enseigner, mais ça n'aurait pas fonctionné. Ça aurait pu être un scénario. Mais là, c'est d'être capable de comprendre ce qu'on fait, puis de le verbaliser, puis de l'expliquer, puis d'analyser d'autres problèmes. C'est toute une autre chose. De le communiquer aussi. Donc, ensuite, en jouant, en performant, en travaillant des fois des pièces que j'avais enseignées, je me suis rendu compte, j'avais pas de mauvaise lecture à l'époque, mais je me suis rendu compte que je les apprenais encore plus vite, que j'avais déjà une vision de l'œuvre suite à l'enseignement que je faisais, puis que là, je sentais mon propre niveau augmenter aussi. Alors, un nourrit l'autre, je crois, si c'est bien fait. Et là, sans prétention, je pense à Léon Fleischer, évidemment, entre autres, qui lui est un peu le symbole de tout ça. Bon, il y avait des problèmes à la main droite, tout le monde le sait, mais quand même, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup et puis qui a ensuite enseigné beaucoup. Et je pense qu'il a atteint justement cette dimension-là où il était capable de vraiment communiquer tout ce qu'il avait vécu. Mais c'est comme de réussir à faire de la musique sans être au piano, finalement, sans jouer. Absolument. Puis, je l'ai dit en toute humilité, mais je trouve que de faire les deux, d'avoir la chance de faire les deux, on a une chance d'atteindre des plus hautes sphères qu'un ou l'autre. J'en suis convaincu. Ça, donc, alors, pour moi, puis je veux pas non plus seulement enseigner à mon année, puis plus jamais jouer. Pour moi, c'est important de continuer d'être actif et puis de rester en forme aussi au niveau du piano, puis de montrer des choses. Mais je le fais la recherche aussi. Dans un but artistique, dans un but de laisser quelque chose aux autres pour le futur et non dans un but commercial. Alors, j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais je le fais pour les bonnes raisons, je trouve. Par passion, dans le fond. Par passion, intérêt, pour l'art, pour... voilà. Super intéressant.
vous avez, bon, bien sûr, fait plusieurs enregistrements pour plusieurs labels. Bon, il y a Musica Viva que j'ai nommé, Anna Lecta, dont vous avez un prix Opus en 2003 avec des œuvres de Beethoven et Rübke. Il y a un projet. J'étais finaliste, je crois. Si Finaliste. ma mémoire est bonne. En tout cas. Et aussi, il me semble dans l'Est du Canada, vous avez eu meilleur CD, artiste de l'année. Des choses comme ça, là, ouais. je me souviens plus. Il y a un prochain disque aussi. J'avoue que j'ai jamais été très choyé à cet égard, mais ça me va. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est que ma question, c'était peut-être que j'ai loupé, mais parce que ce dernier enregistrement date de 2003. Et entre les deux, est-ce qu'il y a eu d'autres disques jusqu'à maintenant? Le 2003, c'était le Rübke, c'est ça? Oui, et Beethoven, Waldstein. Ben, vous voyez, ça, c'est un peu moi. Il y a eu l'enseignement et les concerts. J'ai un sens du temps un peu particulier, autant au piano que dans la vie. Mais j'ai pas fait de concours en 7 et 20 ans, j'ai pas fait de disque depuis 2003, mais là, je me suis remis. Voilà. 20 ans plus tard, il y a un disque qui s'en vient. Oui, donc j'ai 3 sonates de Beethoven, 4 sonates de Beethoven. J'en oubliais une. Alors, écoutez, je suis allé avec les best hits, si je peux dire, avec Pathétique, Clair de Lune, Appassionata, et j'ai ajouté, pour faire un peu moins commercial, l'opus 27 numéro 1, pour compléter l'opus de la Clair de Lune, la Sonata Una Quasi Fantasia, que j'adore beaucoup, et que j'ai inclus justement dans cet album. Et le temps me manque parfois avec l'enseignement, mais ça devrait sortir là parce que là, je suis en train d'écouter le montage et tout ça en ce moment là. Mm-hmm. Mais il y a un délai de 7 mois, c'est ce qu'on m'a dit avant la sortie de l'album. Donc, on parlerait probablement, là, je dis ça sous toute réserve, de le milieu de l'été, quelque chose comme ça. Et ça a été enregistré aux États-Unis? Non, ça a été enregistré au Domaine Forget à la fin août. Mais ça va être produit par Centaur Records aux États-Unis. Ça devrait sortir vers le milieu de l'été. Ah, on va surveiller ça. Et j'espère que ça va être le premier de plusieurs. Ah, ben j'espère pour aussi pour la planète, pour les auditeurs. J'aurais un but de peut-être les 32 sonates, je devrais faire ça. Oui. Je pense que oui. Là, refaire le Waldstein ou juste les incorporer? J'aimerais bien refaire. On voit ça sur YouTube là, maintenant, parfois, des jeunes enregistrements, des plus vieux enregistrements des mêmes œuvres, des mêmes artistes. Je trouve ça fascinant, moi. Ben Glenn Gould, il avait fait oui, absolument. Puis je trouve que c'est pas une question de ce que ça va être meilleur ou moins bon, mais c'est différent parce qu'il y a un vécu différent. Puis à ce moment-là, moi, je dirais oui. Alors, c'est à suivre. Oui, et on a très hâte. Je me rappelle, il me semble, un concert ici, l'année avant que je devienne votre élève. Vous avez fait un récital au conservatoire avec la Moonlight, me semble, Appassionata aussi. Non, j'avais fait la Clair de Lune, la Pathétique, ça, j'avais fait ça. Ouais. Mais j'avais fait aussi la Waldstein. J'avais fait la Waldstein et aussi j'avais fait la petite, c'est une belle sonate, celle en mi majeur, l'opus 14, oui. Je crois, j'avais fait ça. Donc, j'ai refait 2 de ces sonates-là, mais j'ai ajouté la Passionata et la 27.1. Voilà le changement. Okay. Oui, parce que ça, Beethoven, je pense que c'est un compositeur qui est important pour vous. Là, oui. Avec deux intégrales, pas 2 intégrales, mais vous avez participé à 2 festivals où est-ce que l'intégrale était jouée, puis vous avez joué, enregistré et tout. C'est pas le seul, mais c'en est un de mes compositeurs privilégiés, oui. Juste pour terminer sur ce volet enregistrement, est-ce que... Je me demandais toujours comment vous approchez le travail d'enregistrement. C'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez ça réécouter puis choisir les meilleures prises? Ou juste vous préférez laisser la réalisatrice faire un choix? D'abord, je laisse la réalisatrice ou le réalisateur faire un choix, mais ensuite, j'écoute. Et puis, c'est là que je deviens difficile. Ouais. Mais il faudrait d'abord que je me trouve du temps pour écouter. Ouais. C'est ça là, qui est la première étape. Mais
C'est intéressant cette question d'enregistrement-là parce que avec le temps, on évolue toujours. Évidemment, je pense aux disques que j'avais fait il y a longtemps, puis maintenant, là, j'ai plus d'expérience quand même. Mais moi, un point que j'apporte beaucoup d'importance quand je me présente en salle pour enregistrer, c'est de se mettre en mode concert puis d'aller chercher son inspiration. Mm-hmm. Ça, c'est capital parce que sinon, l'âme de la musique risque de souffrir à ce moment-là, puis on veut vraiment que il faut oublier la perfection et les notes et tout ça, puis se mettre vraiment dans le cœur de ce qu'on joue. Et je trouve que on est peut-être rendu un petit peu trop loin, je dirais, aujourd'hui, dans cette perfection-là. Une espèce de fausse perfection, selon moi. Il y a certains vieux enregistrements qu'on écoute, puis il y en avait peut-être trop de fausses notes, là. Surtout. On s'entend. On en va faire ça. Mais c'était des grands musiciens, ces gens-là. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, on veut l'ultime perfection, mais des fois au détriment de. Et si la musique nous parle pas, à quoi bon? Je dirais, moi. Mm-hmm. Et là, je parle à tous les niveaux. Enregistrement, concours, concert et tout. Je pense qu'on doit revenir à un certain équilibre, je dirais, et faire plus de place à l'aspect, je dirais, expressif de la musique, je dirais, selon moi. Musicalité, artistry, qui dirait. L'artistique avec un grand A, mais je dis oui. Je trouve qu'on a perdu ça un peu, il faut le retrouver. Mais toujours en restant, parce que des fois, on voit certains musiciens vouloir prendre beaucoup de liberté, puis commencer à jouer beaucoup avec les tempos, et les tempi. Puis là, c'est plus vraiment ce que le compositeur voulait. Donc, je pense, oui, cette recherche, c'est d'aller vraiment trouver notre vérité, toujours en respectant quand même. Voilà, c'est qu'on peut trouver sa voix personnelle tout en respectant, dans la grande majorité, l'intention du compositeur. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et puis, c'est très différent. Trouver sa voix, c'est très différent que d'être original pour être original. Ouais. C'est deux choses différentes. Et puis, à un moment donné, c'est pas quelque chose qui se force. On devient qui on est et ça se transmet à travers ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on écoute des pianistes des fois pour dire « Ah, c'est lui! » Mais oui, mais c'est ça. Il y a son son à lui, il y a sa voix à lui. Ouais. Et ça n'a pas été forcé. Ça est venu naturellement. On va écouter un autre de vos enregistrements qui a été fait aussi plusieurs années. On va écouter une valse de Chopin, un disque sous le label Analecta. C'est la valse numéro 8 en La bémol majeur, opus 64, numéro 3.
Donc, ces vases de Chopin enregistrés, je crois, en 2001. C'est un projet, les valses de Chopin, pour commencer. Ça venait d'où, en fait? Parce que souvent, les valses, c'est peut-être pas les œuvres les plus complexes, mais c'est bien écrit. Puis moi, ça fait partie de mes pièces préférées de Chopin. Ça venait d'où, ce projet de valse? En toute honnêteté, là, je vais être tout à fait honnête. Ça venait d'un besoin chez Analecta. OK. Alors, je crois que Doug Tyson avait fait les valses et puis on avait besoin d'une autre prise des valses. Enfin, je me souviens pas exactement de tout le contexte, mais voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais j'ai été heureux de faire ces valses-là. Ça a été un disque assez spontané, honnêtement. On le sent aussi, c'est plein de fougue. Je l'écoute maintenant et j'aime bien, en toute humilité. La fougue de la jeunesse. Voilà, et j'ai quand même enseigné pas mal de Chopin par la suite. Ouais. Vous êtes plus Chopin ou plus Liszt? Oh là là. Je veux pas être catalogué, là, vraiment, nécessairement Chopin ou Liszt. J'ai joué beaucoup de Liszt, évidemment. J'en ai indiqué aussi, mais bon... Peut-être que le piano de Liszt me parle plus, en tout cas, à l'instrument, ça, oui. Mais il y a de la musique absolument géniale des deux côtés. Moi, vous avez gagné aussi un concours en ligne avec le Scherzo. Deuxième Scherzo, il me semble, mais il y avait aussi Rübke et... Rübke, c'est Rübke, je crois, j'avais gagné un concours. À Taïwan, Taipei ou... Rübke, non, Taïwan, c'est un récital, j'avais fait ça là, mais... Enfin... Bon. Oui, ça, je sais pas si je l'ai dit plus tôt tantôt quand j'ai fait jouer la sonate de Beethoven. Ça fait 30 ans cette année que vous avez gagné le concours de Montréal. Oh là là. Ça se fête. Joyeuse fête! Joyeuse fête! Ouais. Ben voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour de ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains... Bon, il y a un disque. Est-ce qu'il y a des concerts qui s'en viennent? Bon, l'enseignement, vous continuez toujours au conservatoire à former les élèves, à les préparer pour les concours, concours du Canada, puis concours internationaux. Qu'est-ce que, d'ici les 5 prochaines années, comment vous voyez la suite des choses? Dans les 5 prochaines années? Ouais. Et beyond, et après... Bien, écoutez, je pense que quand je regarde à chaque tranche de 5 ans ce qui s'est passé, ça aurait été très difficile à prévoir. Alors, qui sait ce que les 5 prochaines années me réservent? Mais d'autres disques, je crois. Ça, pour moi, je veux que ça occupe une place importante dans l'optique de laisser quelque chose aussi. Ça, je trouve ça très important. Je veux pas qu'on se souvienne de moi comme un excellent professeur et puis non, je veux laisser les choses pianistiquement majeures, je trouve. Ça, c'est important. Beaucoup de répertoire, le plus possible. Puis que ce soit disque, mais même pas juste disque. Il y a des enregistrements. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais je veux qu'il reste des choses. Ça, pour moi, c'est important, je trouve. Mm-hmm. Des récitals live, peut-être. Des récitals live, même des enregistrements maison, toutes sortes de choses. Mais je trouve que c'est une espèce de testament, si on veut, mais je trouve que c'est important de laisser ça. Parce que pour moi, c'est un aspect de mes prochaines années que je veux prendre soin, disons. Mm-hmm. Puis, tantôt, vous me disiez que vous aviez d'autres compositeurs là, que Beethoven que vous aimiez beaucoup. Vous parlez que vous voulez faire d'autres enregistrements. Bon, peut-être l'intégrale Beethoven, mais quel autre compositeur qui vous intéresse? Schumann, entre autres. Schumann, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Je suis très à l'aise dans cette musique-là. Bach, honnêtement, Bach de plus en plus. Oui, j'adore enseigner cette musique-là, puis certaines choses, je dirais pas non. Les suites?
Prélude des fugues, entre autres. Ah oui? Okay. Ouais, les fameux préludes des fugues qu'on enseigne dès le niveau préparatoire. Les concours. Oui, je trouve que c'est de la musique extraordinaire, ça, à quelque part. Mm-hmm. Et puis, bon, quoi d'autre? Scriabine, qui sais-je? Scriabine dans sa première ou dernière manière? La dernière est intéressante, je trouve. Ouais. Vous m'aviez déjà dit une fois, je ne suis pas certain que c'est une musique qui est faite pour être jouée publiquement. Oui! ou voilà. Ben, ça veut dire qu'elle est difficile à comprendre, elle est difficile à saisir, puis ça prend une connaissance du style du compositeur pour bien la capter. Mm-hmm. Ça peut être très abstrait pour un public, bon, sans connotation là, négative, quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Donc, c'est une musique extrêmement intense aussi, ça. Mais j'aime beaucoup cette musique-là aussi. Au niveau, c'est un esprit qui me parle, ça. Vraiment. Très légende ou, tu sais, comme le diable un peu. Oui. Il y a un côté, j'aime le côté métaphysique en musique, un peu spirituel. Liszt m'attire de ce côté-là aussi. J'aime un peu cette dimension-là. Schumann, le côté tourmenté de Schumann m'attire beaucoup aussi. Brahms? Oui, parce qu'il n'y a pas les contes d'Hoffmann, il lisait ça avec pas le bonhomme 7 heures, mais un marchand de sable qui était sur la Lune, puis qui descendait si les enfants n'étaient pas couchés, puis c'était épeurant. Là. Brahms aussi, quand même, vous avez joué pas mal de concerto, oui. Sonate. Troisième sonate. Vous l'avez enseigné. Donc... beaucoup d'œuvres aussi, comme dans les opus, les intermezzo, toutes ces choses-là. Là. Ouais. Opus c'est lesquels votre préféré? 16, 17, 18, 19. Avez-vous une préférence? Ça dépend. Là. C'est tous des petits bijoux, en quelque part, ça, mais... non. Il y en a peut-être que j'aime un peu moins, mais il y en a plusieurs. C'est très profond, cette musique-là. Je trouve Brahms, c'est quelqu'un qui a un peu à l'encontre des autres compositeurs, a exploré que la grande forme d'abord, puis ensuite la petite forme. Ça, c'est intéressant, je trouve. Mais donc, il y a une maturité dans ces petites pièces-là qu'on trouve rarement chez d'autres compositeurs. Puis qui viennent aussi, tu sais, il y a eu ces sonates de jeunesse. Oui. Après, il y a eu les symphonies plus tard. Ouais. Puis là, à la fin, il y a les pièces pour piano avec toute cette conception. Voilà. Ouais, ça, c'est quelque chose, je trouve. Ouais. Ma prochaine question, c'est de savoir, on a parlé des compositeurs, on a parlé de votre cheminement, la façon de préparer des concours. Vous disiez vous écoutiez beaucoup de musique quand vous étiez jeune. Vous avez écouté beaucoup de pianistes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des pianistes qui vous ont marqué ou voilà, qui étaient un peu des inspirations pour vous? Il y en a plusieurs. Je me souviens quand j'étais jeune, Gilels, Wilhelm Kempff dans Beethoven, que j'adore. Michelangeli, que j'admire beaucoup encore aujourd'hui. Et le raffinement. Entre autres, pour moi, c'est le raffinement de tout ce qu'il jouait. Chopin, Debussy, d'ailleurs, il est reconnu comme probablement les meilleures interprétations de Debussy. Mais ces disques Chopin, je me souviens très bien de la première ballade, entre autres, que j'écoutais souvent. Et puis, j'étais comme absorbé dans un monde où chaque note compte, où il n'y avait rien de laissé pour compte. Et ça m'avait marqué, je me souviens. Oui, mais ouais, puis c'est ça, puis c'était des pianistes aussi, comme tantôt on a parlé, pas dans l'entrevue, mais que beaucoup, vous parlez d'un album commercial, mais plutôt un album ou un enregistrement pour laisser quelque chose. Oui. Donc c'est pas des choses, c'est des musiciens comme ça qui ont... Oui, qui m'ont marqué, puis j'ai pas la prétention, je veux pas du tout me mettre dans cette ligne de pianiste-là, mais j'aime l'approche. Je trouve que malheureusement, aujourd'hui, on est...
une époque un peu de surconsommation, si je peux dire, où on est un produit un petit peu, puis il faut donner le maximum. La nouveauté, tout le temps. On voit les jeunes pianistes aujourd'hui qui se défoncent et qui jouent à peu près tout ce qui existe sur la planète. Je veux dire, bravo, c'est pas facile à faire, je le sais très bien, là, c'est un accomplissement olympique. Mais, je trouve que, tu sais, des pianistes comme Michelangelo aujourd'hui, il n'y en aurait plus. Et là, il faut se poser des questions. Parce que lui, la quantité, ça l'importait peu. C'est la qualité. Et ça, moi, c'est une trace que j'aime suivre et que je souhaite suivre. Qui est à contre-courant, il ne faut pas se le cacher, mais puis je comprends la pression que les jeunes pianistes peuvent avoir là, parce qu'ils sont pris dans cet engrenage-là que si tu ne produis pas, tu n'existes pas. C'est malheureux. Mais moi, je me donne le temps. Et puis, j'espère que les autres se le donneront aussi. Je vais me le donner jusqu'à la fin de mes jours. Alors voilà, mais je trouve que la musique, il faut prendre le temps de la digérer. Il faut prendre le temps de l'assimiler. Et là, on la donne. Et ça, pour moi, c'est des principes qui ne changeront pas à travers les époques. C'est ce qu'on devrait faire, selon moi. Super. Bon, en tout cas, je pense que c'est déjà tout pour aujourd'hui. C'était super intéressant, enrichissant, passionnant. Merci Antoine, merci. Merci beaucoup. Puis on va suivre la suite de votre carrière. Puis aussi un concours, il me semble, qui s'en vient, concours international sur lequel vous allez être impliqué sur Retraci. C'est excitant. Voilà. on a tous hâte. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Ouais. Un grand merci à Richard Raymond d'avoir partagé avec nous les moments marquants de sa carrière, sa démarche en tant que pianiste et sa vision de l'enseignement, montrant à quel point l'un ne va pas sans l'autre. Je remercie également les collaborateurs de cet épisode, notamment les archives Radio-Canada et Out There Music pour les extraits musicaux. Nous nous retrouvons le 31 mars pour un prochain épisode avec nul autre que Charles-Richard Hamelin. Par exemple, un acteur au théâtre, sans micro, doit projeter, doit vraiment jouer plus gros, disons, parce qu'il faut jouer pour la personne qui est... Oui, c'est ça, faut vraiment... C'est un autre style de jeu. C'est pas... Il y en a qui peuvent jouer trop, jouer gros, mais faut juste jouer un peu plus. Il faut projeter, donc on peut pas chuchoter. On peut chuchoter, mais en projetant. Puis c'est un peu la même chose en concerto. Quand on voit un piano dans un concerto de Rachmaninoff, c'est pas un piano d'un nocturne de Chopin, t'sais. Et même là, un nocturne de Chopin, est-ce que c'est dans une salle un salon devant 50 personnes ou c'est dans une salle de 2000? C'est pas la même chose. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres péripéties musicales.